Ce qui va suivre est la suite du 5e épisode de DST. Danger, sursaut, transmission. Un podcast du CR 451, le centre de recherche appliquée de l'école de guerre économique. Chaque fois que vous entendrez ce signal sonore, une information sera affichée à l'écran. Merci de votre attention et bonne écoute. Bonjour. Cette deuxième partie, elle traite de la question de la guerre d'information menée par les Russes en Afrique subsaharienne. Jusqu'à présent, ce sont les Russes qui ont marqué le maximum de points dans la guerre d'information qui nous oppose à eux sur le continent africain. Et il m'a semblé utile de revenir avec notre interlocuteur, Yves Plumet-Bobo, sur ce point très précis. Visiblement, ceux qui savent très bien occuper le terrain, on parlait des réseaux sociaux, c'est quand même les réseaux pro-russes. Faisons simple. En face, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a surtout des gens qui se sentent très très affaiblis en termes d'image, c'est-à-dire ceux qui représentent un peu les anciens pays coloniaux, et là on retombe sur la France, et qui mène une sorte de bataille d'arrière-garde informationnelle où, il faut bien le reconnaître, les arguments les plus mordants, on ne les voit pas. C'est-à-dire, je prends un exemple, ce qu'on vient d'évoquer dans la comparaison entre les régiments de soldats africains qui ont servi la France pour qu'elle se libère, et les jeunes Africains, le sujet de ton reportage, qu'on envoie comme chair à canon sur le front russo-ukrainien pour soutenir une armée qui a envahi un pays, enfin une partie d'un pays qui s'appelle l'Ukraine, c'est pas tout à fait la même chose. Et ce que je constate, c'est que dans la contre-guerre de l'information qui pourrait être menée par la France, finalement, ce type d'argumentation, on la voit pas. Et c'est ça qui est tragique quelque part, c'est que d'une manière générale, et ce n'est pas que la France que j'incrimine en disant ça, on parlait tout à l'heure des États-Unis, on parlait de la Grande-Bretagne, on a le sentiment, quand on regarde ce qui se passe, quand on essaie d'analyser ce qui se passe, c'est que ces pays occidentaux ne savent pas mener la véritable contre-guerre de l'information face, par exemple, à la Russie. Et ça, c'est un problème quand même très important. Comment c'est ressenti, ça, en Afrique ? Est-ce que, au niveau africain, on s'interroge, ou pas, d'ailleurs, sur cette incapacité du monde occidental à savoir mener la guerre d'information contre la Russie ? Déjà, le monde occidental en Afrique se sent très, très affaibli de par son histoire. C'est une histoire qui lui revient systématiquement à la figure à chaque fois qu'elle a un argument. À chaque fois qu'elle évoque un argument, on a toujours quelque chose à lui reprocher. Voilà un premier facteur d'affaiblissement. C'est-à-dire qu'on utilise le discours occidental contre lui-même. Et cela tient à l'histoire. À chaque fois qu'elle va dire, regardez, il y a des tirailleurs africains qui s'engagent aux côtés de Vladimir Poutine, on lui répond, vous aussi, vous avez, à une certaine époque, eu recours aux tirailleurs. Regardez, la Russie est en train de commettre des crimes de guerre. On lui répond, vous aussi, vous avez commis des crimes de guerre. Donc, systématiquement, ce discours-là, ce contre-discours, c'est l'élément qui permet d'asseoir la légitimité du discours anti-occidental qui est donc porté par les Russes. Avec en plus des retours qui nous viennent du contexte africain lui-même, c'est-à-dire cet été, un intervenant de l'EGE a assisté à un dîner avec des gens des catégories aisées dans un pays d'Afrique subsaharien, et il a constaté quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que
À un moment donné, la discussion est venue sur les événements du 7 octobre dans la bande de Gaza, à la frontière avec Israël. Et les gens présents, donc des gens éduqués, ayant de l'argent, etc., ont sorti pratiquement une réponse unanime, c'est-à-dire le 7 octobre, c'est un complot israélien, le Hamas n'a jamais commis les crimes dont on l'accuse, donc arrêtez de nous embêter avec ce 7 octobre. Le 7 octobre, d'une certaine manière, n'a jamais existé tel qu'on le décrit en Occident. Dans la foulée, la discussion en arrive au 11 septembre 2001, les fameux attentats commis sur sol américain. Et là, bis repetita, non, les attentats du 11 septembre, en fait, c'est un complot israélo-américain inventé de toutes pièces pour déclencher ensuite l'attaque contre l'Afghanistan, etc. Et puis, troisième niveau de discussion, finalement, arrêtez de nous emmerder avec les Juifs parce que la Shoah, durant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a jamais existé. Alors, ça, c'est quand même quelque chose de marquant parce que c'est pas le petit peuple de la rue qui dit ça, c'est des gens éduqués qui connaissent très bien le monde occidental, qui ont eu des relations assez étroites avec lui sur un plan professionnel et qui aujourd'hui ont ce discours totalement anti-occidental et quasiment unanime. Donc on voit bien que lorsqu'on en arrive à ce niveau d'incompréhension, et je choisis volontairement ce terme pour ne pas être polémique, mais on voit bien que la contre-guerre de l'information que le monde occidental devrait mener, elle doit intégrer la prise en compte de cette réalité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une contre-guerre de l'information, et je rejoins tout à fait les remarques que tu venais de faire avant que je dise ça, le monde occidental est dans un rapport du très très faible, c'est-à-dire il est très très faible par rapport à ses adversaires, en l'occurrence, là je pense à la Russie, une fois de plus, parce qu'il est, il est devenu le mal personnifié, mais à un point où on invente même ce qu'il aurait pu faire comme horreur. Là, je reviens sur le 7 octobre, je reviens sur le 11 septembre, je reviens sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, je voulais te poser une question qui me semble hyper importante. Oublions le monde occidental qui, visiblement, a d'extraordinaires difficultés pour repenser sa contre-guerre de l'information. Comment toi, en tant qu'Africain, et là, je le répète, on oublie le monde occidental, tu verrais une démarche pour que tu ne subisses pas des jeux d'influence extérieure d'un nouveau type, venant de Russie, ou venant de Turquie, ou venant de Chine, ou venant d'Iran, ou que sais-je. Comment, à travers ta réalité africaine, tu verrais la manière de ne pas subir une autre forme d'oppression informationnelle. Comment tu verrais ça ? Alors, en tant qu'Africain, je pense à l'éducation. Il faut miser sur l'éducation, notamment l'éducation aux médias. Mais tout ça est conditionné par la bonne gouvernance. Si on n'a pas des États qui soient démocratiques, qui respectent leurs citoyens, qui leur donnent le minimum pour vivre, donc notamment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les épidémies, les routes, notamment le minimum vital, il n'y a pas d'éducation. Parce qu'un ventre affamé ne sait pas ce que c'est qu'aller à l'école. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a réglé ces problèmes de pauvreté, il faut axer sur l'éducation. Parce qu'une fois que vous avez mangé, vous êtes bien, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez vous éduquer. Et ce n'est qu'à travers l'éducation qu'on arrive à déconstruire ce genre de discours-là. Alors, justement, je t'interromps, c'est un point essentiel. L'éducation,
Mais je rajouterai un élément. Moi, quand je parle ici à l'école de guerre économique avec des étudiants africains qui sont, comme on dit, en formation exécutive, et qui se posent des questions identiques, ils me disent il serait important aussi de produire un certain nombre de points de repère, de connaissances. Je prends un exemple. L'un d'entre eux me disait il y avait un ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui était plus performant que les autres, c'est-à-dire qui comprenait la réalité africaine, qui allait au contact et qui, visiblement, était perçu dans ce pays de bien meilleure manière que ses prédécesseurs, parce qu'il avait compris, entre guillemets. Et moi, je leur disais, mais bon, il va pas pouvoir expliquer qu'il est différent des autres ambassadeurs. Donc lui, il peut pas dire ça. C'est pas possible. Mais vous, Africains, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez commencer à produire de la connaissance pour dire, voilà, lui, il a compris. Et voilà pourquoi il a compris. Et voilà comment on dialogue avec lui. Donc, cet élément d'éducation dont tu parles, selon moi, il faut absolument le coupler à un autre élément qui est la prise de parole, et je sais que c'est compliqué, par des Africains dans leur pays pour commencer à remonter des expériences, des éléments de démonstration. Mais là, on retombe sur le problème dont tu nous as parlé, c'est le problème de la démocratie. C'est-à-dire, ces mêmes Africains, quand je leur parle, qui sont ici, là, qui sortent de cours, ils me disent, oui, mais il faut que tu saches que c'est très difficile de prendre la parole en Afrique, dans un pays d'Afrique, pour commencer à créer des remontées d'informations de ce type-là, c'est-à-dire plus constructif que ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'ils risquent quoi, ces personnes ? Tout simplement d'être réprimées par le pouvoir en place. Que penses-tu de cette remarque ? Je trouve que c'est une remarque très pertinente. Il faut dire aujourd'hui que le schéma de l'information tel que conçu hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. Parce que hier, quand les militaires prenaient le pouvoir, la première chose qu'ils faisaient, c'est d'aller dans une station de radio et de diffuser les informations. À ce moment-là, celui qui est à l'origine de l'information, c'est lui qui est le maître. Parce que qui contrôle l'information à ce moment-là, c'est bien lui qui diffuse le message. Aujourd'hui, les choses ont changé avec les réseaux sociaux. Ce n'est plus celui qui diffuse le message qui est forcément le maître. C'est celui qui interprète le message au bas de l'échelle. Et on a aujourd'hui en Afrique des influenceurs pro-russes qui interprètent chaque message pour le reste de la masse. Et les personnes qui sont écoutées, ce n'est pas celui qui transmet le message. C'est qu'est-ce que l'influenceur que je suis dit par rapport à ce que X a dit. Vous pouvez être un président de la République, vous donnez votre discours, mais ce qui intéresse le citoyen lambda, ce n'est pas ce que le chef de l'État dit, c'est ce que l'influenceur qu'il suit dit par rapport au message que le chef de l'État a donné. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions possibles. On va créer des routes. On va faire venir de l'eau dans le village. On va faire ci, on va faire ça. Vous pouvez mettre sur pied tout votre programme de développement. Ce qui intéresse le citoyen lambda, ce n'est pas tant ce que le chef de l'État a dit. Ce ne sont pas ses bonnes intentions. C'est ce que l'influenceur qu'il suit dit et pense par rapport au message qui est délivré par le président de la République. Ça veut dire qu'entre le président de la République et le citoyen, il y a un filtre. Hier, ce filtre n'existait pas. Ou alors, le filtre n'avait pas la même influence et sa parole n'avait pas la même portée qu'à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui. Or, aujourd'hui, celui qui est directement en face du citoyen, c'est ce filtre-là. Et ce filtre-là, ce sont des influenceurs à la fois pro-russes et pro-occidentaux qui distillent le message ou alors qui interprètent le message qui est donné
par le président ou alors par une personnalité X ou citoyen lambda. Alors justement, c'est important ce que tu es en train de dire. Quelle est la différence d'efficacité entre l'influenceur pro-russe et l'influenceur pro-occidental ? Est-ce qu'on retrouve dans l'influenceur pro-russe une espèce de culture qui est là, totalement subversive et qui a une profondeur historique très importante, qui n'a strictement rien à voir avec la culture que les Occidentaux ont pour tenir les niveaux intermédiaires d'un pays comme il l'avait à l'époque du colonialisme. C'est mon sentiment, moi, vu de l'extérieur, c'est que j'ai quand même l'impression que la machine de guerre informationnelle russe, elle a deux atouts que nous sommes, nous, totalement incapables d'avoir. Le premier, c'est de travailler à des niveaux intermédiaires. C'est d'aller chercher des gens dans les soubassements d'une société et d'en faire les relais dont tu viens de parler. Les seconds, et on le voit bien par exemple sur le monde occidental, c'est que les Russes, et là je parle des services de renseignement russes, sont capables non pas de mobiliser des armées d'espions, mais sont capables d'avoir tout un tas de petites mains, d'oreilles, devrais-je plutôt dire, ou de père-dieu, qui remontent des bribes d'informations, et ces informations deviennent en soi un capital très riche. Et on a ici, au CR 451, une vision sur la profondeur de l'histoire. Et ce qu'on sait, c'est que le grand savoir-faire russe, depuis la révolution russe jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir su capitaliser tous ces éléments intermédiaires de regard, de remontée d'informations, de bout d'expérience, etc., pour obtenir une victoire stratégique majeure sur l'Occident. C'est le pillage de la technique et de la technologie occidentale, chose que l'Occident n'arrive toujours pas à regarder lucidement en face. Et l'autre élément, c'est de savoir parler aux petites gens. Et savoir parler aux petites gens, c'est pas un caporal-chef qui a été formé au CIAE de Lyon avec un réserviste qui vient de telle fac ou qui est un ancien journaliste ou que sais-je, qui saura le faire parce qu'il n'a pas été formé à cette culture subversive. C'est toute la différence. Et le système militaire français, lorsqu'il essaie de se projeter en Afrique, d'activer des éléments de contre-guerre de l'information, il est prisonnier de sa propre histoire. Il est prisonnier du film Coup de torchon ou de l'héritage de l'infanterie coloniale ou de choses comme ça. Mais c'est pas la culture subversive, ça. C'est un autre modèle. Cet autre modèle, il s'est atrophié, il s'est replié sur lui-même, alors que le modèle russe, il s'épanouit et continue à s'épanouir dans les logiques que tu viens de nous décrire. Tant qu'on n'aura pas compris ça à Balard, on n'aura rien compris. Tout à fait. Tout à fait, parce que là, on est quand même dans la capitalisation du hard power au détriment du soft power. On ne peut pas fonder la politique étrangère d'un État uniquement sur un levier qui est le hard power, c'est-à-dire que la puissance militaire. L'armée, lorsqu'il y a la guerre, l'armée quand il faut parler de démocratie, l'armée quand il faut parler aux petites gens, à un certain moment donné, le jeune Africain qui marche dans la rue en a marre de voir le Français avec une arme se balader dans la rue. Ça capitalise les frustrations. Et il faut changer de mécanisme. À l'époque, quand nous faisions sciences politiques, on nous parlait de deux leviers d'influence dans un État. Le diplomate et le soldat. On nous disait, quand le diplomate échoue, le soldat intervient. Mais à un certain moment, on a l'impression qu'on capitalise d'abord sur le soldat, et lorsque le soldat a échoué, on fait intervenir le diplomate.
Lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger, la première chose qui a été pensée, c'est d'abord la menace. C'est-à-dire restituer l'ordre constitutionnel, ce sont des militaires, etc. On a toute une théâtralisation de l'armée donc sur le front avant de se dire on va négocier. Mais non. Le régime d'Abdourahmane Tiani, qui observe très bien que sur le plan de l'armée, la France a échoué, se trouve en position de pouvoir. Puisque ce n'est pas l'échec des négociations qui aboutit au déploiement de l'armée, mais c'est l'échec de l'armée, entre guillemets, qui aboutit à une négociation. Ça veut dire qu'on vous a soumis, et à ce moment-là, vous voulez négocier, vous êtes en position de faiblesse. Donc, ce qui a fait en sorte que les États-Unis, moi je vais prendre une anecdote simple. Je suis à Yaoundé, je me balade dans les rues, et j'entre dans le taxi d'un monsieur, et il y a un drapeau américain à l'intérieur. Je dis, monsieur, mais est-ce que vous êtes américain? Non, il est camerounais. Mais il sent l'Amérique dans son âme. Comment est-ce qu'on est arrivé à convertir un citoyen lambda en américain en transformant son véhicule en ambassade américaine? C'est grâce au levier du soft power. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas que misé sur le hard power, mais également sur la puissance douce à travers le cinéma, à travers des centres culturels, en parlant, bien évidemment, aux petites gens. Et la façon de parler aux petites gens, c'est bien évidemment par le cinéma, la culture, etc., etc. Or, dans le cas de la France, on assiste à la réduction des budgets des centres culturels français. On regarde ça comme étant quelque chose de secondaire et on investit plus dans les budgets de l'armée. Ce qui fait en sorte qu'il y a un réel déphasage. Et c'est pour rebondir sur la question des influenceurs qui parlent aux petites gens et qui sont écoutés. C'est que, premièrement, le discours pro-russe en Afrique aujourd'hui, c'est un discours à la mode. Vous voulez être président de la République, vous voulez être maire dans une commune, dites qu'on veut se débarrasser du Satan occidental et qu'on a avec nous des Russes qui, eux, n'ont pas des passifs coloniales qui sont présentés comme des saints. Ce discours-là, ce sont les middle influenceurs qui les tiennent à leur pair. Donc, on a de l'autre côté un discours qui joue sur les passions populaires et qui surfe sur les frustrations historiques. Et la Russie s'est très bien jouée sur ça. Parce qu'il ne suffit pas de se dire on va communiquer, on va mettre sur pied une stratégie d'information, mais sur quoi se fonde la stratégie de la guerre informationnelle? Alors, justement, fort de ce constat, on parlait tout à l'heure de la prise de parole africaine. Tu es un exemple parfait de quelqu'un qui est allé chercher une autonomie de réflexion et une autonomie de parole. Je suppose qu'il y a beaucoup d'autres Africains comme toi, alors peut-être pas avec le même parcours, mais qui ont cette capacité. Et la question que je voulais te poser, elle est très simple. Est-ce qu'il est utopique d'imaginer qu'apparaisse un réseau d'Africains, de jeunes Africains, et notamment une partie d'entre eux positionnés hors d'Afrique, pour commencer à présenter une autre réalité? Je sais que pendant très longtemps, c'était impossible. C'était impossible à cause des gouvernements africains sous influence occidentale, qui avaient quand même une attitude hyper autoritaire et qui réprimaient très très vite ce genre de choses. Mais j'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'avec Internet, qu'avec les réseaux sociaux, et aussi avec les changements en cours, c'est un défi qui peut être relevé. Et je voulais te poser la question, est-ce que ça te semble possible de faire apparaître un tel réseau qui mette en avant une nouvelle forme de connaissance, d'éducation, comme tu dis, de points de repère qui soit différent des réseaux pro-russes et du système rouleau compresseur des influenceurs intermédiaires dont tu parlais?
Tout à fait. C'est possible. Et on a eu cette tentative avec Emmanuel Macron depuis qu'il est chef de l'État. Mais on s'est limité aux bonnes intentions. À un moment, on a réuni des jeunes Africains au sommet de Montpellier. On a fait des déclarations de bonnes intentions, mais ces déclarations-là ne sont pas suivies d'actes sur le terrain. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un déficit stratégique. Un déficit stratégique dans la mesure où la France ne s'est pas capitalisée sur cette ressource donc africaine pour pouvoir mener une guerre informationnelle. Et cette guerre informationnelle ne peut se mener qu'à travers ces middle influenceurs, à travers des gens qui peuvent parler au bas peuple. Bien évidemment que c'est possible, mais la question, c'est la méthode. Est-ce que, premièrement, il y a une réelle volonté politique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quels sont les profils? Bien évidemment qu'il y en a des profils. Bien évidemment qu'il y a des jeunes Africains qui ont étudié en Europe, qui ont été moulés à la culture européenne et qui sont aujourd'hui capables, connaissant les deux mondes, c'est-à-dire que le monde africain, le monde occidental, de porter un tel discours et ils peuvent être écoutés. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que cette stratégie n'est pas mise sur place, bien qu'il y ait des remontées d'informations au plus haut niveau? On a un potentiel qui est inexploité. Et la Russie exploite ce potentiel-là. Je vais prendre un cas qui est très simple. On a en Europe donc des jeunes Africains qui aujourd'hui doivent payer des frais de scolarité exorbitants. Avant, ils ne payaient pas grand-chose. Aujourd'hui, ils payent énormément des frais de scolarité qui ont été multipliés, je pense, par 9. Et qui se disent « la France ne veut pas de nous ». Comme la France ne veut pas de nous, on retourne chez nous et on dit, écoutez, on était chez eux. Ils multiplient des obstacles sur nos chemins avec des lois sur l'immigration, avec la CAF qu'on veut nous supprimer, avec la non-exonération des frais de scolarité, etc. Ce discours-là, ils le tiennent à leur père et cela a pour effet d'alimenter le sentiment anti-politique française, puisque c'est eux qui sont allés voir. Et comme ils reviennent nous le dire, on les croit. Et je pense que ça ne doit pas se limiter au discours, mais en même temps sur les actes, parce qu'il y a un rapport de causalité entre la façon dont ces jeunes Africains sont traités sur le territoire français et la montée du sentiment anti-politique française. Alors ça, c'est un point majeur, c'est-à-dire comment fédérer des paroles africaines lucides qui ont bien compris que la Russie n'est pas le Père Noël, que la Russie c'est un empire comme un autre et qui vient faire ses affaires en Afrique, qui en tirera les bénéfices qu'il souhaite et pas forcément en faveur justement des pays africains. Cette lucidité-là, elle existe. Ça veut dire que la question, c'est comment réussir à créer un réseau de jeunes Africains qui ont cette capacité de comparer, justement, et de ne pas tomber dans le panneau, dans ce nouveau panneau qu'on leur tend, mais qui n'est pas simplement russe, qui peut être aussi turc, iranien, qatari ou autre. C'est ça le problème. Comment arriver à faire naître une parole libre venant d'Africains qui soit justement capable de faire la part des choses, capable de dire voilà les initiatives qui nous semblent pertinentes, voilà ceux qui les mènent et voilà comment on les compare. Simplement déjà faire ça, cette espèce d'autonomie de prise de parole qui permettrait justement de faire le tri à travers toutes les formes de manipulation d'intérêts de puissance, je répète, qui peuvent être russes, chinoises, turques, qataris et autres, iraniennes, etc. Et essayer de redistribuer un peu les points de repère cognitifs nécessaires. Parce que si ce travail-là n'est pas fait,
qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la mode dont tu viens de parler peut perdurer un certain temps. On en verra d'autres. Mais les grands perdants dans l'histoire, une fois de plus, ça va être les Africains. Donc, comment éviter de tomber dans ce piège-là ? Alors, la première chose, ça peut paraître un peu décalé, mais ça me semble une réalité. C'est l'impulsion d'une véritable démocratie. Parce que si on a en Afrique des régimes autoritaires qui censurent la moindre parole libre qui ne va pas dans leur sens, cela suscite la peur, premièrement, chez le jeune Africain qui est capable de tenir ce discours-là. Oui, mais justement, cette peur que je comprends, j'imagine, et qui s'exprime, y compris par des actes, à l'heure des réseaux sociaux, on peut quand même imaginer que puisse naître sur ces réseaux sociaux un réseau que les systèmes répressifs des régimes africains ne pourra pas réprimer ou toucher. Bien évidemment. Parce que la grande force des réseaux sociaux, c'est quand même d'arriver à noyer un peu le poisson pour largement stopper les capacités de répression des régimes autoritaires africains qui ne supporteraient pas la naissance d'une telle prise de parole. Or, on peut imaginer que un certain nombre de jeunes Africains aujourd'hui ont la connaissance ou pourraient la capter, cette connaissance, pour créer un tel réseau sans être menacés par des actes de répression physique, parce que c'est souvent comme ça que ça se traduit, en Afrique ou hors d'Afrique. Et on retombe sur le point de départ initial, comment faire naître un tel réseau ? C'est d'abord une question de volonté politique. Parce que s'il n'y a pas de volonté politique pour coordonner, je pense que ça va être un peu compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les jeunes peuvent s'auto-organiser indépendamment. Parce que la question qu'il faut élaguer, c'est que pour qui ils tiennent ce discours-là ? Qui va en bénéficier ? Bien sûr. La question, c'est qui les met sur pied ? Est-ce que la France ou même un autre pays veut mettre sur pied ce réseau-là parce que les Russes, ils l'ont mis sur pied. C'est un projet. Je veux dire, on va créer des influenceurs qui vont porter la parole russe sur le continent. On ne peut pas nous-mêmes, avec des treillis, aller parler aux Camerounais lambda, aux Maliens lambda, aux Burkinabés lambda, et donc on va s'appuyer sur cette ressource intellectuelle pour pouvoir véhiculer notre discours à nous. Alors tu sais que, je précise, en France, c'est très cynique ce que je vais dire, je ne me reconnais pas du tout dans ce cynisme, tu as des agences de communication, tu as la Jet Set française qui se targue déjà de mener des opérations comme ça en se disant nous obtenons des résultats, etc. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. C'est-à-dire on est en France dans un paradoxe, c'est que les jet-setters, là je ne parle pas d'influenceurs, de certains groupes du 440 ou de certaines sociétés dont certaines se targuent d'intervenir sur les logiques informationnelles. Je pense à un groupe plutôt positionné dans le 8e arrondissement et qui pour moi plane, fait du planeur. C'est-à-dire n'est pas en prise avec le sol, avec les réalités, fait du planeur. Alors en France on fait beaucoup de planeur, d'accord ? Oui, tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas faire du planeur. C'est avoir les pieds dans la glaise. C'est clair. C'est être en contact avec les gens, avec leurs problèmes, et parler de choses réelles. C'est pas boire un café au Flore ou au Fouquet's. C'est exister dans la réalité des peuples. Et c'est pas la même chose. Et ça, le grand problème qu'il y a en France aujourd'hui, c'est que les forces qui devraient se mobiliser dans ce sens-là. Pas simplement pour faire de la contre-guerre de l'information russe, mais comme tu le disais tout à l'heure, pour quelle stratégie ? On sait très bien que la France est devant un défi majeur, c'est le développement de l'Afrique. Sa peur des courants migratoires est corrélée
à la manière dont l'Afrique peut se développer. Pour que l'Afrique se développe, il ne faut pas qu'elle soit dans les mains de potentats au service de puissances extérieures Tout à fait. qui les manipulent ou avec des intérêts communs réciproques. Donc le défi est immense. Le défi est immense, d'autant plus que, bien évidemment, on est sur des questions structurelles, des questions organisationnelles, mais je pense que la responsabilité, c'est des deux côtés. Parce que, imaginons aujourd'hui qu'on a un réseau de jeunes qui aujourd'hui décident de porter ce discours-là, de mener cette influence et qui ne plane pas. À côté, il faut aussi une volonté politique d'impulsion d'une véritable démocratie sur ce territoire-là. Parce que si on doit se dire aujourd'hui, vous venez devant un jeune Africain, vous lui dites, écoute, la France, voilà, c'est la démocratie, etc. Il faut que le Cameroun soit démocratique, il faut que le Burkina soit démocratique, etc. Il faut qu'on en finisse avec les régimes militaires parce que les régimes militaires ne sont pas des régimes qui puissent favoriser le développement et l'émergence d'un pays. Vous lui dites ça, il vous répond, la France a soutenu un pays dictatorial, ou alors la France soutient au Tchad, a soutenu, on a vu au lendemain de la mort d'Idriss Déby, Emmanuel Macron débarquer sur le sol tchadien et qui a clairement exprimé son soutien au régime tchadien. Et cette France-là qui traite les autorités maliennes, burkinabé, etc., les autorités de l'AES, de putschistes, etc. On est en face là d'un double standard. Donc, du coup, là, on vous répond que, en fait, là, monsieur, vous êtes contradictoire. Vous ne nous dites rien. Ça veut dire qu'au-delà de la mise sur pied d'un réseau d'influence en Afrique qui ne plane pas, il faut de la cohérence en matière de politique étrangère de la France. Parce que tant que les deux ne sont pas conjugués, on ne peut pas sortir quelque chose de bon. Or, la Russie, ce n'est pas que la Russie n'a pas de passif colonial ou historique, etc. La Russie a ses déboires historiques, mais c'est juste que ces déboires historiques ne sont pas suffisamment mis en évidence. Et aujourd'hui, comme les déboires historiques des Européens sont suffisamment mis en évidence, on joue sur ce levier-là en disant « Regardez, ce sont des gens qui sont inhumains, regardez, c'est des gens qui ne sont pas démocratiques, regardez, c'est des hypocrites, ils soutiennent la dictature de ce côté et ils soutiennent de l'autre côté. » En fait, on est en face de ça. Donc, je pense que le problème doit être pris à deux niveaux. D'abord, au niveau de la politique étrangère de la France, parce que s'il y a bien des jeunes qui veulent faire ce travail-là, il ne faudrait pas qu'en faisant ce travail-là, qu'on sape ce travail de l'autre côté. Donc, premièrement, il y a un devoir de cohérence. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est que, bien évidemment, qu'il existe des jeunes Africains qui sont capables, qui ont des outils, qui sont intellectuellement outillés. Mais de l'autre côté, on a une mafia française qui piège la France en voulant se faire du profit. C'est cela qu'on appelle des jet-setters. On crée des agences et on vient vers les autorités françaises leur dire « écoutez, c'est en train de marcher, on a des jeunes qui portent des discours, mais leurs discours ne traversent pas leur chambre. Même à leur famille, ils n'ont pas réussi à véhiculer un discours qui est convaincant. » Donc, moi, je pense qu'il y a une réelle volonté politique et cela doit être un réel programme politique des terrains. Combien de clubs journaux avons-nous instaurés dans les établissements scolaires? Combien de think tanks sont capables aujourd'hui d'amener des jeunes dans dans des programmes culturels? Est-ce qu'on investit suffisamment sur les centres culturels français qui doivent être même aussi des moteurs pour véhiculer la culture et pour déjouer les discours anti-occidentaux? Il me semble que le budget ou alors les fonds qui sont alloués aux centres culturels français sont en nette diminution. Oui, alors, et puis il y a un autre élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est qui travaille dans ces centres culturels français. C'est-à-dire qu'une des très grosses faiblesses de la France, c'est qu'il n'y a pas de, comme on dirait nous dans notre périmètre, de combattants cognitifs dans ces centres culturels. Les gens qui travaillent, les expats français qui travaillent dans les centres culturels, je dis pas ça méchamment, mais ils ont une planque, ils passent un petit temps là-bas, mais mener un combat comme celui que tu viens de dire, mais on les met autour d'une table, ils vont nous regarder comme des aliens.
là, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème parce que je te rejoins complètement, il faut une stratégie. Le bilan actuel, c'est que la France n'a pas de stratégie sur l'Afrique. La France se retire sur la pointe des pieds pour quitter une zone dont elle ne sait plus quoi faire, que faire. Il y a encore une force militaire qui veut conserver quelques bases, qui a gardé une sorte de mimétisme sur l'histoire longue, et ça va guère au-delà de ça. Mais le reste. Et là, pour que la France revienne vers l'Afrique, il va falloir qu'elle se pose la question de base, les flux migratoires, la manière de discuter avec les Africains. Et on sait très bien que la seule équation, et je ne suis pas le seul à le dire, pour sortir de ce guêpier, c'est le développement de l'Afrique. Mais le développement de l'Afrique, ça veut dire combattre ou aider les Africains à combattre ceux qui pillent l'Afrique, les nouveaux pilleurs de l'Afrique. Actuellement, la Chine, ce qu'elle fait aujourd'hui en Afrique, c'est d'acheter en quelque sorte des villages entiers. Elle arrive dans un village, elle achète de larges portions, elle est dans une logique d'expansion territoriale. Ils achètent des terres, ils ont des magasins, etc. Ils ont ce qu'on appelle des leviers de soft power. Je prends le cas du Cameroun qui est mon pays. Il y a un centre qu'on appelle le centre Confucius. C'est une arme très redoutable en matière de soft power. Il y a des bourses qui sont allouées aux étudiants pour aller étudier le chinois, etc. On les imprègne de la culture chinoise et on les renvoie dans le pays. Et ils deviennent en quelque sorte des Chinois dans l'âme qui représentent la Chine partout où ils vont. L'erreur stratégique de la France et de certaines puissances occidentales en matière de guerre informationnelle, c'est de penser que quand on parle du Cameroun, c'est Yaoundé. Quand on parle du Tchad, c'est la capitale tchadienne, que l'État se limite aux capitales. L'État ne se limite pas aux capitales. Bien sûr. L'État est quelque chose d'assez vaste qui va jusqu'au village. Mais pour penser ce que tu dis, Yves, faut pas être un jet-setter planant du 8e arrondissement. Non, mais c'est ça le problème. Les jet-setters planants du 8e arrondissement, les cadres supérieurs qui se la jouent facile sur l'intelligence artificielle comme solution miracle, parce qu'on n'en a pas parlé, mais leur patch, c'est de croire qu'ils vont reprendre la main grâce à l'intelligence artificielle. Mais comment on peut être à ce point à côté de ses chaussures quand on voit l'évolution du monde actuel? Et justement, la Russie, clairement, elle ne les plane pas. Elle va dans les villages, elle parle aux villageois, et demain, vous allez voir des villageois brandir le drapeau russe. Comment est-ce qu'on en arrive là? C'est grâce à une politique qui a été pensée. Et qui a une histoire longue. Combien de fois faudra-t-il répéter à un militaire français, un subversif, sa priorité, c'est de parler au petit peuple. Et pas simplement en étant en treillis sans armes et en laissant un tract ou en tapant dans le dos du chef de village. Non. En parlant au petit peuple d'une certaine manière. Et pas de la manière dont un type en treillis, avec la meilleure volonté possible, sans arbre, qui tape dans le dos du chef de village et qui boit la boisson locale, et qui après part. Et ça laisse des traces. Reste. Et il pratique pas de la même manière. Tant qu'on n'aura pas étudié ça, on enregistrera les résultats qu'on a en ce moment. Écoute Yves, je te remercie beaucoup. Je crois qu'on a abordé un certain nombre de questions. Moi, ce qui me touche beaucoup dans ton témoignage, c'est que c'est quelqu'un qui est un Africain, qui a utilisé la connaissance, qui fait des démonstrations comme celle que Jeune Afrique vient de publier. Et faire œuvre utile, c'est à partir de ce type de démarche en arriver à discuter de ce qu'on a évoqué dans la deuxième partie de ce DST. Alors on va nous prendre pour de doux rêveurs, pour de gentils utopistes, mais je crois très sincèrement qu'on est
pas forcément sur la mauvaise voie quand on évoque ces différentes questions. Merci beaucoup Yves. Merci Christian. Vous qui passez sans aimer, sans même me partager, donnez-moi un abonné, j'ai tant